Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce webinaire et on va laisser quelques minutes et on va s'offrir une petite balade en forêt pour laisser le temps aux autres de nous rejoindre. Donc il vous reste quelques instants pour vous prendre une bonne tasse, une petite infusion, vous installer confortablement pour qu'on passe ce temps ensemble. Voilà, bienvenue à ceux qui continuent d'arriver. Encore quelques instants. C'est aussi l'occasion de respirer un petit peu. On va passer ce temps donc, qui se veut aussi en lui-même apprenant, mais aussi régénératif. Pourquoi pas? Et donc moi, je suis Romain Cristofini, je travaille au sein de Lumia dans l'équipe. Aux manettes, il y a également Bruno Michel qui est là, et tous les deux, on va orchestrer cet échange qui va nous emmener jusqu'à 18h30. Donc, on va couvrir tout ça ensemble en 1 heure. Et je vous propose qu'on démarre. Je vais mettre fin à la forêt. On va se retrouver tous ensemble. Bruno, je ne sais pas si les gens ont leur caméra activée. Normalement, c'est possible. Je revérifie les options. Ouais, ce serait chouette de voir des visages. Voilà, c'était Ok, ça. pardon. Effectivement, j'active la caméra. C'était redésactivé. Voilà, donc l'invitation, si vous le souhaitez, c'est d'activer votre caméra. Voilà, c'est de se voir. Ça va être plus sympa. Possible. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, on vous invitera à la fermer tout à l'heure, cette caméra, par souci d'énergie, d'économie d'énergie, mais il y a l'idée de passer un temps ensemble, de se relier, de pas être simplement sur quelque chose de descendant, mais d'avoir un vrai temps d'échange. Et je vous propose de démarrer, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce webinaire qui vous est proposé par Lumia et par la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'est un webinaire que nous avons voulu ouvert à tous, bien sûr, avec peut-être une attention particulière à toutes celles et ceux qui aujourd'hui participent aux différentes conventions des entreprises pour le climat. Donc, bienvenue à tous les dirigeants qui ont fait ou qui sont en train de faire ce parcours. Bienvenue à leur Planet Champion. Bienvenue au COFA. Voilà, on espère que ce webinaire, ça va vraiment vous nourrir. Et donc, on a voulu ce webinaire à l'occasion de la sortie d'une grande étude qui nous a occupé Lumia pendant un peu plus d'1 an. Donc une étude, on vous remettra le lien. C'est une étude dont vous pouvez télécharger l'intégralité du rapport sur notre site. Donc quand vous aurez le lien, on pourrait le faire. Tout ça est mis à disposition gratuitement. Et pour ceux qui n'y connaissent pas Lumia, nous sommes un centre de recherche et de formation qui est dédié à l'entreprise régénérative. Et donc, on pense effectivement que ça, c'est, comme je vous le disais, une grosse étude que l'on a sortie vraiment très, très récemment. Donc, c'est l'occasion pour nous de vous en partager les grandes lignes, d'avoir un échange autour de ça. Et puis, je dirais que par rapport au contexte, par rapport à ce début d'année, on pense que cette étude, elle vient aussi à point nommé parce que il y a encore des choses à solidifier, à nourrir dans les concepts de la régénération. Tout n'est pas encore écrit.
On sent aussi qu'il y a des velléités de récupération ou de détournement un petit peu de ces concepts, notamment par certaines entreprises peu regardantes sur la dimension scientifique et sur vraiment ce que revêt la régénération. Donc voilà, c'est le bon moment. Et donc ce soir, pour en parler, on accueille deux personnes. On accueille Éric Duverger, qui est par là, vous allez le revoir, il est dans la mosaïque, mais surtout vous l'entendrez tout à l'heure. Donc Éric est le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Et donc il interviendra tout à l'heure après la présentation donc, de notre autre intervenant, qui est Christophe Sempels, qui est le directeur général de Lumia. Et donc il va nous faire un bref exposé d'un certain nombre de choses qui ressortent de cette étude. On ne peut pas tout couvrir, évidemment, en un quart d'heure, 20 minutes. On vous renverra au document, mais allez quand même sur les notions les plus importantes. Donc voilà, c'est ça le menu. Un exposé de Christophe, un temps d'échange avec Éric et Christophe, et puis on se réservera un quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses. Donc ça sera vraiment l'occasion où vous pouvez, au fil de l'eau, utiliser le bouton Q&R. Vous avez un bouton dans la barre de menu à côté de conversation, et on vous invite vraiment à noter vos questions au fil de l'eau. Et ce bouton-là nous permettra comme ça, à la fin du webinaire, dans la dernière partie, d'aller vers les questions qui sont les plus plébiscitées. Et puis, dans l'hypothèse fort probable où nos intervenants ne pourront pas répondre à tout ça, à toutes ces questions, eh ben, on essaiera, pourquoi pas par la suite, d'y répondre et de vous diffuser quelques éléments de réponse. Donc voilà pour poser le décor. Moi, je vous propose qu'on y aille, qu'on démarre. Et peut-être que pour démarrer, un moment comme ça qui est dédié à la régénération, je vous propose juste de prendre un temps pour vous regarder, pour qu'on se découvre. Voilà, juste qu'on prenne le temps de se relier les uns les autres. On va parler de régénération, et dans cette régénération, il y a une dimension humaine, il y a une dimension du lien. Et peut-être que aussi, si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, c'est l'occasion de céder la parole à Christophe. C'est peut-être l'occasion de poser une, allez deux, ou allez, on va dire 3 respirations conscientes. Juste pour revenir à vous. Voilà, une respiration un peu plus profonde pour renforcer votre présence. Et puis, je vous invite, si vous en êtes d'accord, à mettre dans le chat, dans la conversation, juste la réponse à ce qui va vous venir. C'est qu'est-ce qui vous amène ce soir, à ce webinaire? S'il y a un mot, une énergie, une intention. Voilà, juste pour à nouveau, qu'on se mette un petit peu en lien ensemble, qu'on voit aussi ce que vous êtes venu chercher. Et mettez ce qui vous amène dans la conversation. Merci. Découverte, inspiration, beaucoup d'inspiration. OK? On va inspirer, on va expirer aussi. Nouveau paradigme. Se relier. La curiosité, bienvenue à la curiosité. Il y a des fans, visiblement. Éric, Christophe, vous avez des fans aussi. Faites gaffe à vos égos. Partage, OK, super. Ouais, explorer. Génial, merci, ça fait beaucoup de choses. Merci de partager ça. Bon, on va essayer de nourrir le maximum de ces appétences-là. Je vous propose qu'on démarre, Christophe. Donc Christophe Sempels, qui a vraiment été le grand maître artisan de cette étude. Toute l'équipe Lumia a travaillé dessus, mais c'est vraiment Christophe qui a mis beaucoup de son cœur et un bout de son âme pour synthétiser et produire cette belle étude. Donc Christophe, je te laisse la parole. Tu as un petit peu moins de 20 minutes.
Et donc, je vous invite maintenant, si vous êtes d'accord pour tous ceux qui sont là, à éteindre vos caméras. Voilà. Je ne sais pas si on vous l'a forcé ou si vous l'avez fait de plein gré, mais en tout cas, merci pour la planète. Et Christophe, c'est à toi. Merci beaucoup Romain. Écoutez, très heureux d'être avec vous, très heureux de passer ce moment avec vous. Alors, il m'est donné 20 minutes pour vous présenter, résumer, extraire un contenu qu'on a voulu le plus riche possible, hein, un document de 180 pages. Donc, forcément, c'est un exercice qui va me frustrer, qui va probablement vous frustrer un petit peu aussi. Mais le contenu fin et intégral de l'étude, comme Romain l'a dit, est disponible sur notre site Internet. Alors, peut-être déjà vous dire pourquoi on a voulu faire cette étude. On a voulu faire cette étude parce que nous considérons que le régénératif est aujourd'hui non seulement extraordinairement nécessaire, mais qu'il est, il est émergent. Il est émergent, il est instable dans ses concepts. Hein, la notion même de régénératif soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une réalité réellement atteignable? Le cas échéant, comment? Comment ça se distingue de démarches d'ores et déjà existantes? Sur quoi ça porte? Qu'est-ce qu'on peut régénérer, etc. Et donc, voilà, cette étude, on a voulu la mener pour apporter une première contribution, au monde, une contribution à celles et ceux qui, comme vous, s'intéressent à ce sujet, en essayant modestement, mais avec une volonté de rigueur, de faire avancer l'état des connaissances. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette étude? Dans cette étude, vous allez trouver plusieurs choses. Vous allez d'abord trouver un contexte. Et si vous lisez cette étude, je vous invite à ne pas passer ces premières pages. Parce que le régénératif, c'est véritablement une rupture conceptuelle, une rupture paradigmatique forte. Hein. On essaye d'installer pas uniquement une nouvelle boîte à outils, pas uniquement une nouvelle manière de penser, mais c'est vraiment une nouvelle manière d'être au monde en tant qu'individu, d'être au monde en tant qu'organisation, en tant que collectif, en tant qu'humanité. Si on veut pouvoir installer ce nouveau rapport au monde, je crois qu'il faut profondément enraciner la compréhension de ce qui est en train de se jouer ce qui fait émerger ce besoin de régénératif. Et donc, une compréhension fine du contexte qu'on a essayé de rendre la plus claire, la plus pédagogique possible, nous semblait être essentielle. Alors, ce contexte, c'est quoi? C'est les conditions de stabilité du système Terre. Hein, ni plus ni moins. Aujourd'hui, nous jouons avec le feu. Nous menaçons ces conditions d'équilibre du système Terre. Et la conclusion qui s'impose, c'est que nous ne pouvons plus nous contenter de réduire les impacts négatifs que nous faisons peser sur les écosystèmes, les impacts négatifs que nous faisons peser sur la société. Nous devons véritablement entrer dans un rapport de réparation, de restauration, de régénération. Alors, ces mots, réparation, régénération, restauration, voilà un ensemble de concepts qu'on a voulu introduire, présenter, différencier les uns par rapport aux autres et surtout les articuler. On considère que des concepts sont absolument nécessaires pour penser notre rapport au réel, mais qu'ils commencent à prendre une valeur opérationnelle, ils prennent une valeur opératoire dans la manière dont ils s'articulent les uns aux autres. Et donc, comprendre le pourquoi, c'est nécessaire. Comprendre de quoi on parle est absolument indispensable si on veut manier cette régénération, cette ambition régénérative d'une manière qui soit pertinente et réaliste. Alors, il y en a plein des concepts dans l'étude. Hein. Il y a le concept de soutenabilité au sens sustainability, et on va différencier la soutenabilité forte de la soutenabilité faible, sachant que la soutenabilité, le régénératif s'inscrit dans la soutenabilité forte, c'est-à-dire une prédominance des enjeux écologiques sur l'ensemble des autres enjeux. Ça ne veut pas dire que nous nions l'importance des enjeux sociaux, mais ils sont réencastrés dans un schéma de priorité différent. Tout ça est bien expliqué. Alors, bien évidemment, une étude sur la régénération doit commencer par poser le concept de régénération lui-même. Hein. La régénération, on la présente souvent comme étant la capacité à développer des impacts positifs nets sur les écosystèmes, des impacts positifs nets sur la société. Nous, on préfère présenter la régénération comme étant la capacité à créer des conditions permettant aux systèmes vivants desquels nous sommes entièrement dépendants, avec lesquels nous sommes en contact permanent,
créer les conditions permettant à ces systèmes vivants d'exprimer leur potentiel. Et on va explorer cette notion de potentiel. Ça veut dire quoi, un potentiel humain? C'est assez intuitif. Ça veut dire quoi, le potentiel d'un collectif humain? C'est assez intuitif. C'est quoi le potentiel d'un écosystème? Le potentiel d'un écosystème, les fonctions écologiques d'un écosystème, les bénéfices qu'un écosystème sain, vitalisé, est capable de rendre à la Terre. Voilà tout un ensemble de concepts qu'on va explorer et on va essayer de différencier la régénération de la restauration. Hein, vous avez peut-être déjà entendu parler de restauration écologique. Hein, on va mettre en place un ensemble d'actions d'ingénierie écologique visant à réparer un milieu qui aurait été dégradé. On a une rivière qui est polluée. On souhaite ramener la rivière à un niveau de qualité qu'on est capable d'objectiver a priori. Et on va mettre en œuvre un ensemble de mesures pour atteindre le résultat que nous avons prédéfini. Ça, c'est de la restauration. La régénération, elle s'inscrit ailleurs. Elle s'inscrit dans la capacité à redonner à la rivière les conditions d'expression de son plein potentiel dans un milieu sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rivière, elle va se comporter dans une direction qui lui est propre. Elle va restaurer des états qui lui sont propres. Et donc, ça invite à une forme de lâcher-prise. Donc, voilà, on va distinguer la régénération, la restauration, la compensation. On va parler de création continue en la distinguant de la création tout court et de la créativité. Et puis, bien évidemment, on va faire atterrir le concept sur l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi pour une entreprise que de viser une ambition régénérative? Et à ce titre, on parle souvent d'entreprise régénérative, mais de notre point de vue, il est beaucoup plus pertinent de parler d'entreprise contribuant à la régénération socio-écologique, un peu à l'instar de la contribution à la neutralité carbone planétaire. Une entreprise ne peut pas véritablement se revendiquer neutre en carbone, mais peut davantage s'inscrire dans un mouvement de contribution à la neutralité carbone planétaire. Mais c'est un peu le même esprit pour la régénération. Alors ça, c'est le quoi. Et vous allez voir qu'on a essayé de donner le plus de clarté et d'exemples pour poser ces concepts. Mais je pense que chacun d'entre nous, nous sommes non seulement attachés à comprendre de quoi il ressort quand on parle de régénératif, mais surtout comment ça se met en œuvre. Concrètement, comment on peut y aller. Et donc là, cette étude, elle a essayé de faire un effort pour poser des premières briques, offrant un cadre et des moyens d'opérationnaliser ce concept. Le régénératif, c'est un double mouvement. Hein. Celles et ceux qui m'ont déjà entendu savent que derrière le régénératif, il y a à la fois la capacité à réduire les impacts négatifs de l'activité humaine sur les écosystèmes, sur la société, mais avec une obligation d'aller au seuil incompressible, c'est-à-dire un seuil qui nous permet de réintégrer le droit de tirage des limites planétaires. Mais ce mouvement de réduction des impacts négatifs, il doit se compléter d'un mouvement de génération d'impacts positifs. Et pour l'un ou l'autre mouvement, il va falloir innover, en particulier innover sur son modèle économique. Les modèles économiques construits dans des logiques volumiques, construits dans des logiques du toujours plus, elles-mêmes inscrites dans un rapport de mobilisation de toujours plus de matières premières, de toujours plus d'énergie, font face à une impasse, une impossibilité à penser ce double mouvement. Et donc, il va falloir repenser les configurations de modèles économiques. Et nous avons identifié dans ce travail, dans ce rapport, un ensemble des points d'appui, tantôt dans le domaine des modèles serviciels, avec tous les outils sous-jacents, la manière d'internaliser des externalités, donc des impacts dans le modèle économique, la manière de valoriser des ressources immatérielles, des connaissances, des compétences, des savoir-faire singuliers que vous auriez dans vos entreprises, mais que vous n'arrivez pas forcément à valoriser à leur juste valeur, tant dans leur capacité à créer des résultats, des effets utiles, que dans leur valorisation monétaire. Voilà, tous ces sujets, les modèles économiques à impact, les modèles économiques basse intensité matière, basse intensité énergie, les modèles économiques de plateforme, toutes ces innovations, ces ingrédients d'innovation sont détaillés dans le rapport. La régénération, c'est d'abord et avant tout une propriété exclusive du vivant non humain en particulier. Et donc, si une entreprise veut s'engager vers la régénération, elle va devoir se reconnecter au vivant, se reconnecter aux écosystèmes. Alors ça, c'est intuitif, hein, c'est vite dit quand on est une entreprise qui est en prise directe avec les écosystèmes, une exploitation agricole, on voit comment ça atterrit. Par contre, quand on est une entreprise industrielle, quand on est une entreprise de service, c'est beaucoup plus abstrait.
Et donc là aussi, on a essayé d'identifier, en fonction du type d'entreprise, on a essayé d'identifier comment, quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise, eh bien l'entreprise pouvait se reconnecter au vivant. Et puis, on a essayé également d'opérationnaliser ce concept d'entreprise régénérative, à savoir à travers un ensemble de principes. Hein. Et si je zoome sur certains de ces principes, il y en a 11. Alors 11 qui mériteraient chacun un long développement, et à nouveau, le document les détaille à l'envi et les illustre de manière systématique. Il y a peut-être un principe 8 que j'ai rarement exprimé dans mes prises de parole, et qui pourtant est très très important parce qu'il est un peu une des marques de fabrique du régénératif, c'est la capacité à créer des relations réciproques et coévolutives. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va chercher à faire en sorte que l'entreprise et la bonne santé de l'entreprise coévoluent avec la bonne santé des milieux dans lesquels cette entreprise se situe, des milieux écologiques, des milieux sociaux. Dit autrement, si je fais du bien aux écosystèmes qui m'entourent, si je fais du bien aux parties prenantes avec lesquelles je travaille, les parties prenantes internes et les parties prenantes externes, en retour, je vais améliorer la santé de ma propre organisation. Et ça, c'est peut-être un élément différenciateur fort des approches de régénération comparativement à des approches de compensation. Quand vous faites une compensation carbone, par exemple une compensation biodiversité, en finançant un projet de reforestation à l'autre bout du monde, au-delà de la transaction financière, il n'y a pas vraiment un retour vers l'entreprise, une dynamique de coévolution qui va entraîner l'entreprise dans une dynamique de transformation. Avec la régénération, on va chercher à mettre en œuvre ces dynamiques. Donc voilà, tous ces principes sont dûment illustrés. Et puis, un élément qui est très, très important, je vous le disais, il y a un vrai besoin de faire évoluer les modèles économiques. Alors, peut-être les grands enseignements, c'est quoi? D'abord, il n'existe pas un modèle économique à visée régénérative. Mais pour rendre viables des trajectoires de transformation d'entreprises vers le régénératif, il va falloir construire des modèles économiques diversifiés, il va falloir hybrider un ensemble d'ingrédients d'innovation dans son modèle économique pour faire tenir la prise en charge de nouvelles sources de valeur, qui ne sont pas des sources de valeur à destination des clients, qui ne sont pas des sources de valeur à destination des parties prenantes financières qu'il va falloir classiquement rétribuer, mais qui sont des parties prenantes non humaines, des parties prenantes territoriales. Et donc, il va falloir hybrider les modèles économiques, hybrider des ingrédients pour pouvoir répondre à ces nouvelles injonctions. Les modèles économiques à visée régénérative sont des modèles économiques qui sont beaucoup plus ouverts aux parties prenantes. Si vous êtes une entreprise textile, par exemple, eh bien, la régénération, elle vous impose d'aller voir ce qui se passe dans votre chaîne de valeur, dans les filières. Car derrière une fibre textile, en tout cas sous condition que cette fibre est une fibre naturelle, eh bien, se cache un écosystème agricole, se cache une exploitation agricole, se cache un producteur agricole. Et c'est avec lui que va commencer un travail en faveur de la régénération. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir repenser le modèle économique, non plus seulement sur les frontières de l'entreprise, sur son périmètre, mais plus largement sur la filière, sur la chaîne de valeur. Il va falloir, dans toutes les composantes du modèle économique, chercher partout où c'est possible, où nous pouvons nous reconnecter au vivant. Alors, les composantes d'un modèle économique, c'est quoi? C'est la création de la valeur. Qu'est-ce que je crée? À destination de qui? Quels sont les produits, les services, les offres que je mets en marché, les solutions que je mets en marché? Comment ces offres peuvent se reconnecter de près ou de loin aux vivants non humains, aux écosystèmes? C'est la manière dont je veux organiser ma production. Exemple, si je mobilise de l'eau, eh bien, je peux soit gérer mes eaux usées par des processus physico-chimiques, et je m'appuie peu sur des processus biologiques, je vais avoir recours à de la chimie, je vais avoir recours à des filtres, et donc à de la pression, et donc à de l'énergie, ou je peux m'appuyer sur les capacités épuratoires de milieux naturels, pour peu que je revoie le type de contaminants que j'envoie dans mes eaux usées, de manière à ce que les milieux naturels soient en capacité de les traiter. Et là, je me reconnecte sur la production. Je peux me reconnecter par ma chaîne de valeur. Je peux me reconnecter également par ma monétisation, à savoir, est-ce que je suis capable d'intégrer des impacts positifs que je vais faire peser sur les écosystèmes, que je vais générer auprès de mes parties prenantes, dans mon modèle de revenus.
Et ça, ça renvoie à une question centrale qui est, mais au regard d'un modèle économique, finalement, qu'est-ce que j'ai intérêt à mettre en œuvre? Qu'est-ce que j'ai intérêt à mettre en œuvre pour piloter ma propre performance d'entreprise? Et donc, on a essayé de faire atterrir une dynamique de performance propre au régénératif. Ça veut dire quoi une dynamique de performance? Ça veut dire, est-ce qu'il est dans l'intérêt de l'entreprise de venir renforcer la biodiversité, de venir renforcer les écosystèmes et les services écosystémiques? Et comment ça reboucle sur sa propre dynamique de performance? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça impose de réinterroger la question monétaire. Réinterroger la question monétaire, réinterroger la manière dont une entreprise va constituer ses flux de revenus. Et on a identifié la question éminemment délicate de la monétisation des impacts positifs sur la nature, la monétisation des impacts positifs sur le vivant, voire même la financiarisation. Partant du constat que la financiarisation de la nature, la financiarisation du vivant fait plutôt partie du problème que de la solution, mais mettant en évidence un ensemble d'instruments qui permettent néanmoins d'essayer de trouver une capacité de valorisation monétaire de ce que nous cherchons à apporter comme bénéfice au milieu naturel et aux parties prenantes. Et puis, il y a une nécessité de reboucler sur l'évaluation. Si vous voulez monétiser quelque chose, forcément, vous devez rendre compte de ce que vous envisagez de monétiser. Donc, vous devez être capable d'évaluer. Alors, bien évidemment, et c'est sans doute ça que vous attendez avec le plus d'impatience, bien évidemment, tout ce que je viens de vous dire là peut vous apparaître exagérément théorique, exagérément conceptuel. On a besoin, en tout cas c'est notre conviction, on a besoin de concepts, on a besoin de méthodes pour penser une action pertinente dans le réel. Mais un exemple vaut mieux que 20 concepts ou 20 grandes théories. Et donc, notre étude, elle donne la part belle aux cas, elle donne la part belle aux exemples. Alors, toutes les entreprises qui sont mentionnées dans l'étude ne sont pas régénératives, elles ne se revendiquent d'ailleurs pas comme ça. En tout cas, beaucoup d'entre elles ne se revendiquent pas comme étant des entreprises régénératives. Néanmoins, toutes mettent en œuvre des pratiques, des innovations, des points de singularité qui peuvent s'apparenter à des pratiques inspirantes, nourrissantes sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la régénération des écosystèmes, sur le plan de la régénération sociale. Un exemple que je trouve intéressant, c'est Greenkeeper Africa. Alors, je le prends volontairement parce que c'est un exemple qui vient du continent africain, comme son nom l'indique. Et on a plutôt tendance à regarder dans nos contrées. Or, il y a énormément d'innovations intéressantes qui viennent du continent africain. On en a une autre, le centre Songhai. Alors, Greenkeeper Africa, c'est quoi? C'est une entreprise qui est partie d'un fléau qui touche des grands lacs, frappé d'un fléau qui est la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau, c'est une espèce végétale proliférante qui progressivement colonise l'ensemble de l'espace du milieu aquatique et empêche la pêche, empêche aux populations locales d'aller chercher ces poissons dont ils ont besoin, non seulement pour alimenter une économie locale, mais également pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Et donc, les fondateurs de Greenkeeper Africa, ils se sont dit, mais est-ce qu'on sait faire quelque chose d'utile par rapport à cette jacinthe d'eau? Est-ce qu'on est capable d'extraire cette jacinthe et donc, quelque part, de lutter contre sa prolifération tout en donnant une valeur économique à ce produit? Et ils ont été capables d'identifier une super qualité de cette jacinthe d'eau. C'est un très grand pouvoir absorbant quand il est transformé via un processus qu'ils ont développé. Et donc, ils ont développé en fait des outils de lutte contre la pollution au départ du pouvoir absorbant de la jacinthe. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, il y a une catastrophe naturelle dans un milieu, un super tanker qui va perdre une partie de sa cargaison de pétrole, de fuel lourd en mer, eh bien, les produits qui vont être développés par Greenkeeper Africa vont pouvoir être mobilisés pour contenir cette pollution, pour absorber la pollution du milieu naturel qu'elle pourrait souiller, abîmer, dégrader. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette entreprise, elle fait véritablement de la régénération carrée. D'abord, elle offre aux populations locales et aux femmes en particulier la capacité de développer un revenu en devenant des collecteurs, des collecteuses de cette jacinthe et en allant arracher cette plante proliférante pour à nouveau
restaurer, régénérer ce milieu aquatique qui, je vous le disais, est colonisé par cette espèce proliférante. Et donc, revenus, participation à un travail de régénération communautaire, restitution du milieu aquatique pour les ensembles d'usages vivriers, et puis transformation de ce produit, transformation de cette matière en un produit qui lui-même va être utile à la réduction d'impact négatif dans les milieux consécutifs à des pollutions. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une chaîne très, très intéressante qui se met en œuvre. Donc, voilà un cas intéressant. Alors, il y en a tout plein d'autres, hein. Il y a des exemples dans le domaine industriel avec Pocheco, il y a des exemples dans le domaine des services avec la Fabrique à Feuilles, qui d'ailleurs a fait la CEC, une entreprise numérique telle que Regen Network, des entreprises d'assurance, avec AXA Climate, avec les assurances récoltes. Voilà, il y a toute une série d'initiatives qui vous seront proposées. Alors, bien évidemment, une étude, elle fait toujours des choix. Elle fait toujours des choix et elle n'est jamais exempte de limites. On a essayé de travailler de la manière la plus robuste qui soit, la plus rigoureuse qui soit, mais il y a des limites dans notre travail. Il y a des angles morts, il y a de très nombreuses questions qui doivent encore être posées. Et je pense que une des grandes limites, elle renvoie à une conviction extrêmement forte que nous avons au sein de Lumia, et je pense que c'est une conviction qui est très fortement partagée par la CEC, c'est le besoin absolu de ne pas cantonner ces grands mouvements de transformation à des approches techniques. Ce que peut-être la RSE a fait beaucoup. Elle a dit finalement la RSE, c'est un ensemble de mesures techniques renvoyant aux achats, renvoyant à la conception des produits, renvoyant au processus de production qu'il faut pouvoir adresser. Notre expérience d'accompagnement d'entreprise nous montre que les dirigeants, les dirigeantes, les personnes dans l'entreprise sont les facteurs limitants de l'entreprise. Ils sont à la fois les moteurs, ils sont à trois fois le fuel, le carburant, mais aussi les facteurs limitants. Et qu'est-ce qui va limiter? Les croyances, les systèmes de normes, les modes de pensée, les modes de fonctionnement, les représentations du succès, de ce qui font de la réussite entrepreneuriale. Et si tout ça n'est pas réinterrogé, si nous ne revisitons pas ce qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes, si nous ne recréons pas un lien particulier avec toutes les formes de vivants qui nous entourent, si nous ne réintégrons pas une compréhension fine et profonde de l'interdépendance qui nous lie aux milieux desquels nous dépendons tout entièrement, desquels nous sommes même constitués, nous passons peut-être à côté de l'essentiel. Et donc, cette question de la régénération humaine, de la régénération sociale, du leadership régénératif, de la manière dont ce voyage de transformation paradigmatique vient nous questionner au plus profond de nous-mêmes, doit être instruit. On a écrit beaucoup de choses sur le sujet au sein de Lumia, mais on a considéré que voilà, l'encre, elle n'était pas sèche. En tout cas, on n'avait pas atteint ce niveau d'aboutissement que nous-mêmes attendions. Et donc, ça fait partie clairement des projets de recherche sur lesquels nous sommes engagés. Il y a toute une série d'autres travaux à mener, des vrais besoins de recherche complémentaires. J'en profite, et ce sera là-dessus que je vais conclure, pour qu'on puisse engager la discussion avec Eric et avec chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, Lumia, c'est d'abord et avant tout un centre de recherche. Vous allez voir que le concept de singularité est un concept important dans la régénération. On va chercher, quand on cherche à ce que un système vivant exprime sa potentialité, on va d'abord interroger sa singularité. Quelle est la valeur singulière qu'il est capable d'apporter au monde? J'ai envie de dire que la valeur singulière que Lumia est capable d'apporter au monde, nous pensons au sein de Lumia qu'elle réside d'abord et avant tout dans la recherche, dans la capacité à contribuer à l'avancée des connaissances et ensuite à rendre ces connaissances accessibles au monde en les mettant dans les communs. C'est notre vocation, c'est là où nous pensons avoir une pierre à apporter à l'édifice, à côté de celles et ceux qui œuvrent à nos côtés, et on est nombreux à œuvrer à ce sujet. On a plein d'études dans les bacs. On a presque 10 études qu'on a envie de lancer, mais on a besoin de moyens pour ça, on a besoin de moyens financiers, on a besoin de moyens techniques, on a besoin de contributions. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur toutes ces questions qui nous habitent et si vous voulez contribuer, welcome, on a besoin de votre soutien. Si vous allez sur le site de Lumia, et c'est la dernière planche, dans l'espace publication, vous verrez un onglet où vous pourrez télécharger ce travail et l'avoir en intégralité à votre disposition.
Je m'arrête là et je vous rends, Romain, Eric, le micro. Merci Christophe, merci à ceux qui commencent à poser des questions. Donc on va utiliser le chat. C'est dense évidemment. Donc encore une fois, tout ça est beaucoup développé, plusieurs choses, hein, et merci pour les applaudissements. Et peut-être c'est ça la régénération aussi, hein, c'est donner recevoir. Eric, tu as la chance avec la CEC et toutes les CEC qui sont en cours j'ai envie d'être aux premières loges. J'ai envie aussi de saluer comment les CEC ont ouvert en fait cette voie vers le régénératif pour les organisations. Ma première question pour toi, ça serait, est-ce que de ton expérience, de ce que vous voyez au sein des CEC, des entreprises qui sont dans ce chemin-là, en quoi cette étude elle va venir contribuer à leur dynamique? Ouais, merci Romain pour la question. Bonsoir à tout le monde. J'ai vu beaucoup de visages tout à l'heure de la CEC, donc ça fait plaisir de se retrouver. J'ai aussi beaucoup de plaisir à t'écouter, Christophe. Tu as ce super pouvoir de donner de l'enthousiasme sur ce sujet qui est éminemment complexe. Je voulais juste rebondir déjà sur l'idée de singularité. C'est vrai qu'on s'est trouvé dans le parcours CEC avec Lumia, qui a cette profondeur en fait sur les analyses, la recherche et finalement la mise en avant conceptuelle. Nous, à la CEC, notre singularité, c'est finalement l'accélération et l'élargissement de la dynamique. Et c'est ça finalement le principal enjeu. Et s'il y a un message pour moi, c'est un peu guerrier, mais on est dans une bataille culturelle. On veut vraiment sortir de notre petite bulle des illuminés du Regen pour que ça devienne finalement on va dire une grande vague. Et c'est là où je vois trois idées forces en fait sur ce qu'apporte cette étude et de manière générale dans la dynamique du mouvement vers le régénératif. C'est autour de 3 mots: clarifier, enthousiasmer et protéger. Pour moi, à la lecture de l'étude, il y a effectivement un niveau qui est franchi au niveau de la clarification. Clarification du contexte, notamment limite planétaire et puis l'ambition de se reconnecter au vivant, mais aussi clarification des principes du Regen et tous ces cas qui permettent de donner plus de visualisation sur à quoi ça ressemble. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai aimé le mot humilité qui est revenu à pas mal d'endroits. Je crois qu'on est tous très humbles par rapport au cheminement qu'on doit faire personnellement et dans les organisations vers le cap régénération. Mais donc voilà, il y a cette valeur pédagogique évidemment qui arrive avec cette étude et qui en appelle d'ailleurs beaucoup d'autres, puisqu'on sait que il faut qu'on soit de plus en plus affûté, qu'on ait de plus en plus d'exemples pour vraiment donner la respectabilité au régénératif. Le deuxième point dans l'étude, et ça c'est une capacité un peu personnelle de Christophe, mais je dirais aussi toute l'équipe de Lumia, c'est d'enthousiasmer. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire ce qu'on essaye de faire. Et là, je rends hommage aux dirigeants d'entreprise de la CEC et tous les autres qui s'engagent sur ce chemin-là. C'est plus simple de continuer sur le business as usual. C'est plus risqué quelque part de continuer sur le business as usual, mais faut pas se leurrer, on a beaucoup de vents contraires. Et quand on voit dans l'actualité aujourd'hui, l'écologie, il y a vraiment du green blaming en ce moment. C'est pire que le greenwashing, c'est vraiment le blaming, quoi. C'est-à-dire l'écologie devient responsable finalement des maux de la société, alors que c'est tout le contraire ce qu'on essaye de faire. Donc donner envie, montrer des exemples, enthousiasmer. On sent qu'il y a du souffle dans cette étude. Donc voilà, elle régénère de la motivation en fait quand on est dedans. Et puis le troisième point, là aussi, il faut être, je pense, très lucide. Il faut protéger. Il faut protéger le concept. Il faut protéger même ce mot de régénération. Et là, il y a eu une polémique dans Le Monde, une controverse qui est sortie l'été dernier. Là, il y a 3 jours, il y a un article Novetic sur le sujet. Et effectivement, ça devient un buzzword. Le président de la République l'a même mis dans son tweet de nomination du Premier ministre. Il a mis dans la même phrase réarmement et régénération de la société française. Donc, il y a des grandes marques qui sont en train d'utiliser ce terme et quelque part, il faut faire très attention parce qu'on sait qu'on a perdu des années avec la RSE, ce terme RSE qui a été galvaudé avec développement durable, croissance verte, avec un peu une illusion qu'il y aurait voilà, un nouveau concept qui allait sauver le monde.
Et en fait, personnellement, je suis convaincu que le mot régénération, le concept de régénération peut sauver le monde, mais pas s'il est galvaudé et s'il se fait attraper en fait voilà, par des marques ou des acteurs qui n'ont pas compris sa profondeur. Donc voilà, on a cette responsabilité collective de le faire vivre, ce concept, et de le protéger. Merci. Et quand tu évoques cette grande vague à laquelle on aspire, pardon, et on est nombreux peut-être à aspirer, qu'est-ce qui lui manque déjà? Est-ce que cette étude, elle amène quelque chose aux éléments qui permettraient de cette grande vague? Et puis, toi qui as aussi un regard un petit peu plus macro, qui est en contact avec beaucoup à des niveaux institutionnels, est-ce que l'étude peut aider à bouger les lignes? Et qu'est-ce qui manque d'autre, hein, et notamment en référence avec ce que tu évoques sur ces risques de détournement sémantique, hein, et de vider aussi les concepts de leur substance. Voilà, comment tu regardes ça de ton point de vue, toi? Je dirais que elle vient à point nommé, cette étude. Et aussi, on a eu une autre étude qui est parue avec l'aide de la BPI, de Valérie Brunel, Sarah Dubreuil, qui était au mois d'octobre. On a aussi toute une série en fait d'événements, d'exemples, de recherches, d'approfondissement de cas d'entreprise qu'on fait ressortir nous aussi dans la CEC, des entreprises de la CEC qui communiquent. Donc en fait, faut qu'on envisage une vague en fait bien organisée de communication pour donner de la profondeur et de la substance en fait à l'économie régénérative ou la visée régénérative. Donc ça, c'est vraiment un plan continu. Cette étude, c'est un marqueur de plus qu'il faut envisager dans une vague. Et c'est mon deuxième point. On se rend compte et on est ensemble, beaucoup de mouvements, et je sais qu'il y en a là aujourd'hui, autour de ce qu'on appelle Regen écosystème. Donc, de faire écosystème aussi de tous ceux qui sont dans cette aventure d'émergence. Et là, c'est hyper important parce que pour faire bouger les lignes, notamment au niveau institutionnel, il faut qu'on montre qu'on est fort, qu'on ne soit pas en désunion et à se tirer dans les pattes ou finalement se contredire les uns les autres. Et petit à petit, on fait émerger le mot. C'est déjà une grande victoire, hein, parce qu'il y a 3-4 ans, c'était très confidentiel. Donc, il émerge. On va peut-être se réjouir de ça. Mais il faut vraiment qu'il y ait ce deuxième mouvement de cadrage et aussi des exemples, plein d'exemples qui viennent. Et là, c'est ma troisième idée, vraiment, ou peut-être appel. C'est vraiment l'idée de porte-drapeau. On a besoin de porte-drapeau. Et là, c'est pas nous, hein. Nous, on est juste finalement des porte-paroles. Mais on a besoin de porte-drapeau, de dirigeants d'entreprise qui sont engagés, qui vont en fait expliquer ce qu'ils vivent, les freins qu'ils rencontrent, avec beaucoup d'humilité, mais aussi très concrètement à quoi ça ressemble. Et c'est vrai qu'on a eu des prises de parole récemment sur BFM, par exemple. Sophie de Mustela est allée sur BFM. Elle s'est fait fortement challenger par les journalistes qui n'ont pas trop compris encore tous les concepts, mais elle les a bien retournés. Et en fait, on a plein d'autres exemples. Il y a Arnaud de Tikamoon qui est passé dans les Échos récemment. Et puis, il y a vraiment plein d'autres exemples aussi en local, grâce au CEC territorial aussi. Donc voilà, en fait, on veut une multiplication de porte-drapeaux. Et petit à petit, les gens, les critiques vont se rendre compte, ah mais en fait c'est ça, et on va faire émerger dans l'air du temps en fait ce nouveau concept. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment voir ça dans le temps long, 2-3 ans. Et si on continue comme ça, cette émergence, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ok, donc de la cohérence des acteurs et puis ces porte-drapeaux que tu appelles. Christophe, sens-toi libre aussi de donner ton point de vue sur ça. Je pense qu'il y a une préoccupation aujourd'hui de tous les gens qui sont attirés par la régénération, qui est effectivement qu'elle tienne ses promesses, qu'il y ait quelque chose qui prenne de l'ampleur, et surtout qu'on aille, ce qu'évoquait Christophe, vraiment dans toute le plein potentiel de ce paradigme-là, qui est peut-être la seule voie ou une des seules voies qui nous reste. Peut-être une dernière question pour toi, Eric, et puis après on prend les questions. Bruno, je te laisserai peut-être sélectionner les questions pour Eric et Christophe. Qu'est-ce qui manque encore pour toi, Eric, pour accélérer? Est-ce qu'il y aurait quelque chose encore qui manquerait au-delà de ces porte-drapeaux, de cette cohérence, ou est-ce que tu vois aussi des résistances? Je vais répondre vite à cette question. Je réfléchis à ces ingrédients qui nous manquent pour qu'on ait le temps de questions-réponses et on a envie de se faire challenger par tout le monde.
Je crois que on est vraiment sur une approche systémique. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un système qui nous mette du vent dans les voiles. Je pense là au niveau des normes comptables, par exemple, il y a quelque chose qui arrive avec la CSRD, donc ça va quand même aider, hein, parce que c'est aussi sur un changement de paradigme, ça va nous aider, cette nouvelle grille sur la compta. Il me semble aussi au niveau du normatif, secteur par secteur, là, il faut que ça devienne très concret, mais on a quand même besoin qu'il y ait une petite accélération au niveau du gouvernement, du législateur, pour mettre des cales dans certains domaines. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'agriculture et autres, mais on sent à certains endroits que voilà, ça manque de vent dans les voiles, je dirais, au niveau du système, pour que les porte-drapeaux, justement, soient encouragés. L'autre point, ce qui manque, mais Christophe en a parlé, c'est qu'en fait, au-delà des concepts, et ça, on est très chaud sur le sujet dans la CEC, c'est de mettre du cœur. Finalement, il faut mettre du cœur à l'ouvrage et c'est aussi un nouveau mode de leadership. Ce que ça nous manque, je ne pense pas que dans cette assemblée, ça nous manque, mais ça nous manque peut-être de donner envie et que voilà, on ait une amplification de cette ouverture, de ce leadership par le cœur, par voilà, ce supplément d'âme qu'il faut pour réussir l'aventure. Et le troisième point, c'est ce qui me venait, hein, c'est au niveau d'un système de valeurs. Et là, c'est encore plus loin que l'économie, mais c'est vrai que c'est un peu le rapport à l'argent. C'est le concept américain de greed. C'est vrai qu'on a quand même 70 ans là, d'un rapport à l'argent, à l'accumulation. Et là, ce qu'on pose, c'est quand même aussi une valeur de sobriété ou de retenue par rapport à l'accumulation, notamment au niveau de l'argent. Et donc, c'est le concept là aussi anglais de sufficiency. Qu'est-ce qui est suffisant finalement pour avancer, chacun de nous, pour vivre, pour nos entreprises, de fonctionner sans vouloir toujours grandir et avoir cet appât d'accaparer en fait plus de ressources. Et là, ça, c'est un changement, c'est plus fort que nous, hein, c'est un système de valeurs. Mais c'est à ça qui se produit au niveau sociétal, c'est sûr que ça va nous donner du vent dans les voiles. Ok, merci. J'aimerais peut-être juste en résonance sur ce dernier point, faire un lien là aussi avec un contenu alors qu'on a soulevé, mais sur lequel on a peu tiré dans l'étude. Ce sont des travaux qu'on appelle les travaux de la théorie de la viabilité. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants ont tendance à considérer que leur succès, leur qualité de dirigeant repose sur leur capacité à développer leur structure à travers de la croissance et toujours de la croissance. La théorie de la viabilité, elle pose une alternative. Elle dit dans un système multi-contraint, et aujourd'hui nous sommes de plus en plus contraints, comment est-ce qu'on crée de la valeur étendue en maintenant des conditions de viabilité fortes? C'est-à-dire comment on intègre dans notre périmètre de valeur étendue des co-bénéfices vers des parties prenantes toujours plus nombreuses, vers les territoires dans lesquels nous sommes implantés, vers les territoires où nos bassins de consommation sont intégrés, vers les écosystèmes naturels, en maintenant des impératifs de viabilité. C'est-à-dire qu'on reste dans une dynamique de progrès, mais qui ne s'évalue plus uniquement à l'aune de la question de l'accumulation financière au détriment des autres critères, mais à l'aune de la capacité à plutôt faire grandir les co-bénéfices non monétaires en maintenant des conditions de viabilité. Et c'est une inversion qui est très stimulante sur un plan intellectuel, qui peut être extrêmement challengeante et mobilisatrice parce que pourvoyeuse de sens, d'envie, d'énergie, et qui bien évidemment maintient au cœur les impératifs économiques qui font que l'édifice tient. Voilà, c'est un fil. Je pourrais dire plein d'autres choses, mais j'en reste là pour permettre aux uns et aux autres d'interagir. Est-ce qu'on on va prendre maintenant un certain nombre de questions au maximum, donc je demanderai à nos intervenants de répondre de façon aussi laser et concise que possible. Bruno, est-ce que tu veux peut-être ouvrir le bal des questions? Oui, bonsoir tout le monde. Du coup, alors j'ai identifié peut-être 3 questions qui ont l'air un peu structurantes. Une première question qui est comment on fait pour évaluer? Est-ce qu'on a des outils pour mesurer les impacts et démontrer que les impacts positifs sont supérieurs aux impacts négatifs? Ça, c'est la première question sur la mesure, l'évaluation.
La deuxième question, c'est est-ce que vis-à-vis de cette polémique autour de l'utilisation du mot régénératif, etc., est-ce qu'il est question d'aller vers un cadre normalisé, de partir sur une démarche de normalisation? Et troisième question qui me semblait intéressante, et je suis désolé, on ne peut pas toutes les prendre, mais une question sur comment on fait quelque part pour aligner les intérêts dans l'entreprise et embarquer les équipes, managers, collaborateurs, pour que tout le monde, on va dire que ce cap régénératif soit désirable. Voilà. Peut-être la première question sur la mesure qui revient effectivement. Est-ce qu'on peut mesurer impact positif, impact négatif, ce qui est matière à objectiver? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Alors, la question de l'évaluation, je le disais, est une question absolument centrale. Aujourd'hui, on a énormément de points d'appui. Le carbone, ça se mesure très bien aujourd'hui, mais ça, j'ai envie de dire que c'est une pratique qui est installée, non généralisée, mais installée et méthodologiquement robuste. Le changement d'affectation des sols est quelque chose qui se mesure facilement aussi. Dès qu'on est un peu aguerri aux données statistiques qui sont disponibles et aux tables de conversion entre certaines productions et les surfaces nécessaires pour les mobiliser, c'est quelque chose qui est relativement bien documenté. Idem pour le stress hydrique. Donc, on a quand même pas mal de points d'appui aujourd'hui pour rendre compte de la nature des impacts. La question qui est centrale et qui est au cœur du REGEN, c'est la question de la biodiversité. La biodiversité reste aujourd'hui le parent pauvre en termes d'évaluation. Alors, il y a plein d'outils. Des outils qui sont relativement sophistiqués pour certains, qui sont plus simples mais moins précis que pour d'autres. Nous, on a une conviction au sein de Lumia, c'est que vouloir mesurer la biodiversité mène presque à une forme d'impasse de par la nature diversifiée de la biodiversité et qu'il vaut mieux essayer de l'appréhender par les services écosystémiques. Sachant que si on arrive à développer, soutenir les services écosystémiques de régulation et de soutien, ben c'est ce qui, leur nom le suggère, soutient et régule l'ensemble du vivant non humain et du vivant humain. Et ceux-là, aujourd'hui, on commence à développer des méthodologies pour pouvoir les évaluer. Donc, la question évaluative, elle a quand même beaucoup progressé. Je pense que le vrai sujet, c'est la volonté de donner à voir dans une approche systémique les impacts qui sont les siens. C'est peut-être d'agir d'abord dans le réel en essayant de défricher dans le réel la capacité à faire bouger en fait les zones d'impact de l'entreprise et ensuite d'essayer de rendre visibles certaines de ces manifestations. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. Et il y a probablement aussi, et c'est le dernier point, je pense qu'il y a aussi un verre dans la pomme avec l'évaluation. Vous connaissez peut-être Peter Drucker, hein, ce grand gourou souvent considéré comme le père du management. Et il a dit un jour, et je pense qu'il a fait plus de tort que de bien lorsqu'il a dit ça, que tout ce qui n'était pas mesuré ne pouvait pas être amélioré et piloté. Je pense que c'est faux. Aujourd'hui, on sait rendre manifeste un ensemble d'actions positives et vertueuses. Il suffit d'aller dans le langage du cœur et de regarder. Et en fait, on peut piloter et on peut améliorer énormément de choses sans avoir forcément besoin de les mesurer, mais en étant attentif aux signaux de manifestation que ces actions vont engendrer. Merci, Eric. Sur l'impact. Je vais sur la deuxième question en rebond parce que je ne fais pas mieux que Christophe sur la première question, mais je crois que c'est lié en fait sur l'envie de normaliser. C'est vrai qu'on rêve. Quand on a un esprit très cartésien, rationnel à l'européenne, on rêve d'avoir finalement des normes, alors normes comptables, mais avoir des normes en fait qui vont permettre de paramétriser l'entreprise régénérative et de dire voilà ceux qui y sont pas, ceux qui y sont proches, ceux qui y sont, et petit à petit imaginer aussi des systèmes fiscaux pour faire une accélération.
Donc, on regarde ce sujet. Je mentionnais tout à l'heure un collectif dans lequel s'inscrit l'UMIA, mais aussi la Permis Entreprise, l'Institut des futurs souhaitables, et l'économie symbiotique avec Isabelle Delannoy, AXA Climate aussi. Donc, on a une démarche avec l'AFNOR sur justement une possibilité de normalisation. On va voir ce qui est faisable et s'il y a des choses qui sont faisables, comme c'est systémique, il faudra essayer de le faire. Après, on est effectivement sur quelque chose aussi du domaine, comme tu dis, Christophe, parfois qui n'est pas forcément mesurable, sur aussi un niveau de discernement, comment les décisions sont prises aujourd'hui. Et voilà, moi j'ai travaillé chez Michelin pendant des années. Il y a des sujets sur lesquels il n'y aura pas de paramètres comptables, mais comment on traite le caoutchouc naturel, les plantations, l'économie circulaire, franchement, avec du discernement dans l'entreprise, on sait ce qu'il faudrait faire. On le sait. Et donc, c'est là aussi où il faut compter sur un shift pour une accélération. Donc, normaliser, oui, au maximum. Si on peut mettre des cales, on le fera. Mais ce qui va évoluer, c'est la question du discernement. Et je voulais rebondir, comme on n'a pas forcément énormément de temps, et puis il y a sans doute d'autres questions. Aussi, j'aime beaucoup la troisième question, qui est l'embarquement des équipes. Alors là aussi, ça mériterait un webinaire dédié. Embarquer, et puis la question, c'est aussi comment aligner, en fait, c'est-à-dire aligner les intérêts, visiblement, des salariés, les intérêts des managers, des dirigeants. Et les parties prenantes. Là, moi, je donnerai un exemple. On était la semaine dernière avec notre comité d'orientation de la CEC. Donc, on a 4 dirigeants alumni qui sont dedans. Et il y avait Christophe Martin, le DG de Renault Trucks, qui était là, qui a une feuille de route ambitieuse, notamment par la sortie d'une logique purement volumique. Et en fait, il suffit de l'écouter pour dire que par rapport à sa chaîne de valeur, ses distributeurs, ses fournisseurs et surtout à l'interne, depuis qu'il a présenté sa feuille de route, cette visée alors vers le minimum incompressible, parce qu'il fabrique des camions, mais en tout cas régénérative, il y a un taux d'engagement dans son entreprise qui est le plus fort de tout son groupe au niveau mondial. Et lui, il sent que le climat a changé, le climat, je dirais, social dans son entreprise vis-à-vis des parties prenantes, notamment les syndicats, depuis qu'il a présenté cette feuille de route. Donc, il y a un engouement sur l'envie justement de se mettre en position de régénération, même dans une entreprise qui fabrique des camions. Et ça, on a plein d'autres exemples. C'est ça, je venais aussi sur l'aspect enthousiasmant. Si on arrive à embarquer l'équipage, à ce moment-là, les forces se libèrent et on est dans une relation d'entreprise complètement différente. Donc, dans ce que tu dis, il y a un petit peu l'idée que, en fait, on peut imaginer que peut-être des collaborateurs, par exemple, vont s'opposer à la démarche ou d'autres parties prenantes, mais finalement, ce n'est pas nécessairement le cas et qu'aujourd'hui, il y a une convergence et qu'en tout cas, il y a une puissance d'engagement derrière le régénératif. Christophe, tu veux intervenir sur le sujet ? Oui, peut-être sur la dernière question, très en phase avec tout ce que Eric vient de mentionner. Je dirais qu'il y a un point également qui me semble relever du modèle économique. J'évoquais ce concept un peu barbare et jargonneux de dynamique de performance. La dynamique de performance, alors j'ai vu que certains dans le chat jouaient sur le mot performance. Est-ce que ce n'est pas un mot du passé La dynamique de performance, en tout cas, elle renvoie à quoi? Elle renvoie à ce que l'entreprise a intérêt implicitement ou explicitement à faire pour accroître sa rentabilité et ou son chiffre d'affaires. La dynamique de performance porte en elle une capacité de désalignement ou d'alignement d'intérêts. Quand vous êtes dans des modèles économiques volumiques, agressifs, à bas prix, avec une obligation de minimiser les coûts de production, de maximiser le prix au regard de vos segments cibles, etc., vous êtes de facto enfermé dans un rapport de divergence d'intérêts avec vos parties prenantes, où c'est le rapport de force qui va régir la nature des relations. Et donc, le code génétique du modèle économique va déterminer la capacité à intégrer de l'alignement ou du désalignement d'intérêts. Quand vous avez des modèles économiques serviciels, vous réalignez certains intérêts, par exemple l'intérêt tant recherché par le fabricant que par le client d'optimiser la durée de vie d'un produit, d'allonger au maximum la durée de vie d'un produit. C'est inscrit dans le code génétique du modèle économique. Et donc, je pense que derrière cette question de l'alignement des intérêts, nous, on en fait un des outils de diagnostic d'un modèle éco. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, est-ce que
ce qui est bon pour accroître votre rentabilité va dans le sens de l'intérêt du client, va dans le sens de l'intérêt du fournisseur, va dans le sens des acteurs de votre chaîne de valeur, ou est-ce que ça contribue à exercer sur ces parties prenantes des pressions particulières? Et si vous vous posez cette question, vous allez voir que 9 fois sur 10, c'est plutôt la deuxième catégorie qui prévaut par rapport à la première. Et donc, ça aussi, c'est des outils de discernement au service d'un modèle économique qui doit, dans sa configuration, dans sa réinvention et dans sa transformation, évoluer dans un sens qui fasse en sorte, j'évoquais ce terme de coévolution, qui va dans le sens de ce qui est bon pour moi est bon pour les parties prenantes qui m'entourent, en ce compris les parties prenantes non humaines. Et là, on a vraiment touché quelque chose d'essentiel. Merci. Comme on arrive au bout de notre webinaire et qu'on a aussi tous, je crois, un enjeu qui consiste à respecter nos rythmes, on va conclure doucement notre séminaire parce que c'est entraîné vers des heures trop tardives. Et j'avais envie de vous poser peut-être une dernière question à tous les deux, s'il y avait voilà, un petit mot de conclusion, un élan, un message que vous auriez envie de faire passer aussi pour peut-être soutenir. Hein. Ce n'est pas facile de s'engager aujourd'hui dans cette régénération. Comme tu le disais, Eric, il y a beaucoup de vents contraires. Voilà, qu'est-ce qui peut-être vous fait tenir d'ailleurs? Voilà, ça pourrait être la question, vous, à titre personnel. Qu'est-ce qui vous donne l'énergie d'aller dans cette direction-là et de tenir votre cap? En une ou deux phrases, hein, rapidement. Vas-y, Christophe, à toi l'honneur. Alors, moi, ce qui me fait tenir, ou en tout cas ce qui me met du vent dans les voiles, et je préfère ce terme, ce qui me met du vent dans les voiles, c'est d'abord cet émerveillement qui est le mien lorsque je contemple la dynamique du vivant. Quand je contemple l'extraordinaire vitalité des écosystèmes quand on leur en donne la capacité. Je suis un amoureux du monde qui m'entoure et mon métier, notre métier à Lumia, c'est d'œuvrer pour mettre de la vitalité là où la vitalité a tendance à déserter les milieux, à déserter les communautés humaines. Donc, on est des personnes au service du vivant. Je veux dire, c'est une mission extraordinaire. Enfin, on peut être que enthousiaste par rapport à ça. J'ai réussi le truc a priori inconciliable de. J'ose dire que je suis un passionné des modèles économiques, et ça fait souvent sourire Eric. Je suis un passionné des modèles économiques, qui est un sujet quand même un peu aride, qui fait rêver peu de gens. Et j'ai réussi à mettre ça au service de la vie, au service du vivant. Donc voilà, j'ai l'impression que je suis quand même un privilégié là où je suis. Alors je suis lucide, j'ai les pieds sur terre. Comme tout le monde, parfois je suis fatigué, je suis découragé, je suis morose, parfois l'éco-anxiété me guette, mais c'est l'action et l'amour de la vie et me mettre au service de l'élan de vie qui me met en joie tous les jours que Dieu fait. Eric. Je dirais c'est l'amitié. L'amitié qu'on peut avoir en fait dans les relations humaines, dans notre écosystème, aussi dans toute la dynamique. Et là, je parle au nom de la CEC, je parle de tous les alliés qu'on peut rencontrer, les dirigeants, nos participants, on dit toujours nos participants du talent. Et on se nourrit beaucoup de ces retours. Et donc voilà, moi c'est plutôt ces relations humaines, la magie de l'humain, des intelligences qui se combinent et de ces liens qui se tissent, qu'on a là ce soir, même si c'était très virtuel. Mais moi je sens les cœurs qui se relient et donc voilà, cette amitié, on peut se ressourcer. Et voilà, notre vague elle monte. On ne sait pas si on se rapproche de point de bascule, mais en tout cas on peut se dire qu'elle monte, on peut se réjouir de ça. Et les vents contraires, c'est sûr qu'il y en a plein. Mais voilà, revenons à la source et soyons en confiance les uns avec les autres. Ben on va se conclure sur ces mots. J'ai envie de vous remercier tous les deux. J'ai aussi vraiment envie de remercier vous tous là qui vous êtes connectés. On est plus de 150. Je vous propose de rallumer vos caméras si vous le souhaitez pour qu'on finisse justement par du lien. Voilà, le plaisir d'avoir juste peut-être partagé un temps ensemble qui était peut-être apprenant, qui était peut-être énergisant, mais peut-être aussi juste être heureux d'être ensemble, voilà, de
parfois, ça fait du bien de se compter aussi. Ça fait du bien d'aller boire à la même source pour repartir dans nos aventures respectives. Donc, merci d'avoir été présent. Moi, j'ai envie de parler aussi de notre petite équipe et puis peut-être de la CEC, de dire que je pense que tous ceux qui œuvrent aujourd'hui ont besoin d'énergie. Donc voilà, donnons-nous de l'énergie, faisons-la circuler. Et puis, si vous en êtes d'accord, peut-être mettre un petit mot, et puis on lira tous ensemble et on pourra s'évaporer ensuite. Un petit mot sur voilà, qu'est-ce que ce temps ensemble, qu'est-ce que ça a créé en vous? Est-ce que ça a nourri quelque chose? Est-ce qu'il y aurait un mot voilà, pour qualifier comment vous repartez de ce temps de connexion? Et peut-être qu'on en fera d'autres. Peut-être que ça sera une façon aussi de faire grandir notre communauté. Merci tout le monde. Merci. Et on peut finir tout ça, et merci pour les mots, continuez à les lire, et ils sont porteurs de vie aussi. Et vous pouvez ouvrir vos micros aussi, on peut finir dans une belle cacophonie. Si c'est possible d'ouvrir vos micros. Allez-y, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Bruno avait prévu ça, mais c'est tellement bien aussi de se dire que ça peut être un peu le bazar, juste parce que c'est la vie, que ça foisonne. Et si c'est possible, et sinon ça peut être un grand... Les micros sont ouverts normalement. Voilà. Ça y est. Merci à tous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On va y arriver. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.